Bienvenue sur les podcasts de Tech 15, le regroupement des entraîneurs et des éducateurs de rugby. Pour ce 4e épisode et toujours avec en toile de fond la Coupe du monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande, nous allons nous pencher sur la gestion d'une équipe de haut niveau avec l'enchaînement des matchs, les semaines d'entraînement, les blessures et les problématiques de management. Pour en parler, Nicolas Godignon, manager de Rouen Normandie Rugby qui évolue en Pro D2, et Fabrice Ribérol, le manager de l'ASM Romagna Rugby en Élite 1 féminine. Avant d'entamer la discussion, un rappel de vos parcours respectifs quand même, surtout en tant qu'entraîneur. Nicolas Godignon. Alors en tant qu'entraîneur, moi j'ai commencé ma carrière d'entraîneur dans les débuts des années 2000 sur le niveau amateur, Fédéral 1, Fédéral 2, dans la région du Limousin notamment. Ensuite, j'ai rejoint le secteur professionnel du CA Brive-Corrèze en 2011 avec Hugo Molin, et ensuite je suis devenu manager pendant 7 saisons, Pau pendant 3 saisons derrière, et maintenant au Rouen Normandie Rugby depuis 1 an et demi. Fabrice Ribérol. Moi, j'ai attaqué ma carrière d'entraîneur en 2005 à la suite de l'arrêt de ma carrière de joueur. De 2005 à 2011, pendant 6 ans avec les espoirs de l'ASM. Ensuite, 2011 à 2015, pendant 4 ans, Pro D2 et la montée en top 14 avec La Rochelle. Et depuis 2015, j'ai changé de public. Je suis maintenant entraîneur des filles de l'ASM Romagna, qui est en Élite 2 il y a 7 ans et maintenant en Élite 1 depuis donc 7 ans. Pourquoi ce choix, Fabrice ? Parce que j'avais fait des garçons pendant plus de 10 ans. J'ai été dans le monde des garçons pendant 30 ans en tant que joueur. Et j'avais envie de découvrir un peu autre chose. Et on m'a dit, va voir les filles, tu vas t'éclater. C'est l'ambiance, c'est la passion du rugby qui nous a animés, nous, quand on était gamins. Et voilà, j'ai tenté. Et depuis, j'ai mordu et je suis épanoui avec ces demoiselles. On en reparlera. Alors, il ne s'agit pas de comparer vos deux championnats respectifs, vous l'avez compris, mais bien d'analyser les différents aspects de votre métier d'entraîneur au sein de vos équipes respectives, d'identifier les obstacles que vous rencontrez, les solutions que vous apportez, et pourquoi pas aussi les réformes qui vous paraîtraient légitimes en termes d'organisation ou de règlement. Quel regard portez-vous d'abord sur vos championnats respectifs ? Pour la Pro D2, on commence avec vous, Nicolas. Alors c'est un championnat aujourd'hui qui s'est vraiment amélioré sous l'impulsion du top 14. Très clairement, tous les clubs se sont de mieux en mieux structurés, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan des infrastructures. Voilà, il y a des centres d'entraînement qui apparaissent, il y a des terrains de grande qualité, que ce soit synthétique ou hybride. Les staffs se sont aujourd'hui de plus en plus structurés aussi en termes de compétences et d'encadrement. Donc c'est un championnat aujourd'hui qui donne surtout la part belle à nos jeunes Français qui ont un peu de mal parfois à émerger ou maturer sur le top 14. Donc c'est un championnat assez dense et qui c'est un vrai marathon, mais en tout cas il y a de vraies belles compétences, et puis je pense qu'il attire de plus en plus de gens puisque c'est aussi un championnat qui est télévisé. Oui, et puis c'est de plus en plus concurrentiel, hein ? Complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui prétendent aujourd'hui à gagner un top 6 pour gagner la marche et évoluer au plus haut niveau. On voit des équipes qui font encore un peu les allers-retours, comme Oyonnax notamment, mais il y a des équipes comme Aix-en-Provence qui se sont vraiment structurées, même si leur début de championnat est un peu poussif. Mais voilà, des équipes qui comme Mont-de-Marsan, qui est pas passé loin de la montée la saison dernière. Et que vous avez battu récemment ? Oui, qu'on a battu récemment d'ailleurs, c'est vrai. C'est une des vraies évolutions parce qu'on n'avait pas battu encore cette équipe depuis que Rouen est monté dans le secteur professionnel. On n'avait jamais encore battu Mont-de-Marsan. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra plus dire maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a des belles équipes, Colomiers aussi, qui trustent le haut du tableau depuis plusieurs années. Voilà, et puis il y a des Montauban qui émergent. Il y a des clubs comme aujourd'hui Agen qui sont aussi un peu comme la situation d'Oyonnax qui font un peu les allers-retours entre le top 14 et la Pro D2. Et puis il y a Vannes, pas très loin de chez vous ? Ouais, Vannes, il y a des clubs qui émergent. C'est vrai que la Pro D2, c'est aussi, on change un peu la cartographie, hein. C'est-à-dire qu'avant, tout était recentré sur le sud. Maintenant, on a Nevers qui est dans le centre, Rouen au nord, on a Vannes sur le nord-ouest. Voilà, il y a des équipes qui aujourd'hui pointent leur bout de leur nez, quoi. Une carte de France un peu plus homogène, un peu plus harmonieuse. Et il y a toujours quand même ce fossé avec le top 14, rapidement d'un mot ? Alors, j'ai envie de dire oui, parce que c'est difficile de s'y installer durablement. On voit bien les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui Perpignan ou des équipes comme Bayonne ou Biarritz qui font les allers-retours. Mais c'est quand même
quelque chose qui est accessible parce que sur les 4 saisons avec les Access Games, on a eu quand même 3 victoires de Pro D2. Donc Mhm. c'est des choses qui sont en fait, monter, je pense que c'est accessible à tous, mais c'est surtout de rester Et oui, c'est ça. qui est plus compliqué. Fabrice Ribérol, le championnat féminin est sous la tutelle de la Fédération française de rugby, vous me le confirmez. Il est Oui. composé de 12 clubs en 2 poules de 6. Première question, est-ce que c'est la bonne formule? C'est une très bonne question. Alors le championnat d'élite 1 se construit. On est d'accord, on est parti il y a des années quand on est monté nous en élite 1, c'était une poule de 8, enfin un top 8, Mhm. qui était inaccessible en termes de maintien pour les équipes qui veulent monter. Et l'objectif, c'était de repartir sur une base beaucoup plus large pour laisser les clubs travailler et faire émerger une élite qui aurait réussi par le travail, la structuration des clubs. C'est en train de se mettre en place. Alors maintenant, c'est vrai que de poule de 6, ça fait pas beaucoup de matchs, mais on veut aussi surtout éviter les doublons. On veut éviter de faire comme les garçons, jouer des matchs de championnat pendant que l'équipe de France joue, que ce soit la Coupe du Monde ou le tournoi destination. Et donc, on est obligé d'avoir un nombre de matchs moins important que les garçons. Et puis, les filles ne sont pas professionnelles, donc sont toutes soit étudiantes, soit dans une activité professionnelle à côté. Et enchaîner beaucoup de matchs, c'est difficile pour la Oui. récupération. Donc, le championnat se cherche un peu. C'est vrai que c'est pas encore, voilà, mais il est en construction. Les clubs se construisent, se structurent, se rapprochent des structures professionnelles aussi, qui permettent d'évoluer. On voit le nombre d'entraînements qui est passé de 2 à 3 à une époque, maintenant à 7, 8 entraînements par semaine. Voilà, les filles sont de plus en plus préparées et ce championnat devient de plus en plus attractif. Alors certes, il y a des écarts importants, mais il faut laisser le temps au club de se construire. Ouais, la question qui revient un peu sur toutes les lèvres, c'est est-ce que un jour le rugby féminin sera professionnel? Ou est-ce qu'il trouvera une voie médiane? Ou est-ce qu'il va trouver sa formule propre? J'espère que la formule sera propre, ne fera pas, ne vont pas s'orienter sur ce que font les garçons, sachant qu'il y a des choses positives et négatives dans le Ouais, professionnalisme. ça serait une Mais je erreur, pense que, selon. ouais, je pense qu'il faut que les filles restent avec un pied dans la société, continuent de préparer leur avenir professionnel, tout en ayant les capacités de pouvoir s'entraîner dans des très bonnes conditions. Voilà, nous on essaie de mettre en place des choses pour que, et tous les clubs le font, pour que les filles puissent à la fois concilier leur rugby de haut niveau avec, je vous dis, 7-8 entraînements par semaine, des études de haut niveau aussi, et sans avoir à travailler à côté pour remplir le frigo. Donc il existe des sortes de primes Et qui oui. commencent à arriver pour aider les filles à avoir une vie correcte pendant ces différentes années, parce que tout concilier en même temps, c'est quand même des sacrifices, c'est un engagement important, et c'est bien qu'il y ait des reconnaissances derrière. Alors le public commence à suivre, on commence à faire des bonnes influences au stade, il y a quelques matchs télévisés, mais pas assez à mon goût. Mais voilà, ça prend progressivement, le niveau augmente parce que les filles s'entraînent de plus en plus avec des gens compétents qui les entourent. Nous, l'exemple, maintenant, le mercredi midi, les filles s'entraînent avec le centre de formation de l'ASM, avec les espoirs, sur l'aspect technique. Donc ça Oui. fait aussi le niveau de jeu. On reparlera de cette mixité qui est en train de monter en puissance. Nicolas, le championnat de Pro D2 ne subit pas l'influence du calendrier international, contrairement au top 14 où les coachs vivent un véritable enfer. Vous l'avez vécu. Du coup, il est plus homogène, il est plus cohérent. Ben, disons que c'est vrai que c'est plus confortable en fait en termes de récupération, notamment quand on fait 5 matchs, un week-end, enfin une semaine ou un week-end de repos, on a plus de périodes en fait qui nous permettent de développer et d'optimiser et puis surtout d'amener des temps de récupération qui sont extrêmement importants. On le voit sur les taux de blessés aujourd'hui que certains clubs de top 14 peuvent rencontrer. En général, la pré-saison et le premier repos, c'est un enchaînement de 17 ou 14 rencontres d'affilée, je crois, de mémoire. Donc c'est 14 semaines avec un rythme vraiment infernal. Donc c'est difficile et pour les joueurs, mais aussi pour les staffs, parce qu'on parle souvent de la récupération des joueurs, mais on parle peu de la récupération des staffs. Donc c'est important aujourd'hui que on puisse vivre de notre passion, s'investir pleinement, mais aussi pour être performant, avoir des vraies périodes de récupération. Et c'est ce qu'offre aujourd'hui la Pro D2. Ouais, et vous avez vécu, vous avez la possibilité de comparer, puisque vous avez connu le top 14 pendant de longues années, et aujourd'hui la Pro D2, c'est plus confortable, dites-vous, c'est ça? Plus confortable, ouais. Je pense que c'est plus avoir ces blocs comme ça permet de gérer mieux les organismes des joueurs, de faire tourner un peu plus. On peut, selon les équipes et selon les stratégies, avoir des objectifs par bloc ou des objectifs de saison, mais ça permet d'échelonner un peu plus et de savoir où on Mhm. en est. Et vraiment, j'insiste sur les périodes de récupération qui sont déterminantes en fait. On se rend compte qu'on a des joueurs en top 14 qui sont rincés à la fin de la saison. Certains peuvent faire 4, 5 saisons de très haut niveau.
Et puis après, bien sûr, il y a des joueurs qui peuvent assumer une décennie, mais la plupart du temps, c'est quand même des 5-6 ans à haut niveau. Et après, on a souvent des déperditions. Donc, je pense que la récupération est vraiment importante pour ça. Oui. C'est le triptyque compétition, développement, récupération, c'est ça? Oui, C'est exactement. à ça C'est qu'il faut exactement veiller, ça. hein? C'est à ça qu'il faut veiller. C'est un équilibre permet d'aller loin dans la durée, tout simplement. L'infirmerie des écuries du top 14, vous en parliez, affiche complet, c'est hallucinant, hein. Alors c'est moins le cas en Pro D2 et c'est encore moins le cas en Élite 1 féminine, Fabrice? On a un championnat très particulier, hein. On a eu 2 poules de 6, donc ça fait 10 matchs. On a une Coupe de France avec 6 matchs pour, jouer pendant les périodes internationales. En ce moment d'ailleurs, Mais hein? par contre, en ce moment exactement, par contre, c'est vrai qu'on a aussi le cas de blessures. Alors pas des blessures dues à la fatigue, mais parfois alors après il y a des filles qui partent qui font des matchs, qui partent en sélection, au pôle à marque aussi et qui ne s'arrêtent jamais. On a recruté une fille de Brive qui a fait 1 an sans s'arrêter. C'était une fille douée de 18 ans qui a fait toutes les sélections, à 7, à 15, les moins de Ah 18, oui. les plus de 20. Elle a tout fait et arrivée au mois d'août, 1 an sans s'arrêter, elle s'est fait les croisés. Donc on a aussi certaines problématiques sur des cas particuliers, on est d'accord, c'est pas général. Mais où je rejoins Nicolas, c'est sur la récupération des coachs. Mon expérience dans le monde professionnel, j'ai bien compris que la vie familiale ou la vie personnelle faire autre chose, c'était pas très bien perçu non plus. Il faut être à 100% là-dedans. On a l'impression que, il faut être à plein dedans. Et je comprends Nicolas en disant qu'on pense jamais à la récupération des coachs. Ils sont sous pression, qui doivent gérer un effectif quand même important, qui doivent gérer des individus, des carrières individuelles, des collectifs. Et derrière, eux, par contre, ils ont très peu de repos. Et en top 14, je sais pas comment font les entraîneurs pour gérer tout ça et avoir une vie familiale, une vie à côté du Ouais. rugby où ils peuvent s'épanouir. Ouais, en tout cas pour le manager, moi, beaucoup de managers du top 14 m'ont confié qu'ils arrivaient au club le matin à 5 heures, à l'heure où tout le monde dort, hein. Ouais. Et alors, quand on demande ou à Franck Azema, ou à Christophe Furios, ou à Nicolas Godignon, quand vous y étiez, pourquoi 5 heures du matin? Ben parce qu'il faut préparer quand les joueurs et le staff arrivent, il faut que tout soit prêt. Et donc, on a quasiment plus de vie, quoi. C'est ça, Nicolas, hein? Ben, c'est un peu ça. Alors après, chacun fait comme il le sent. Moi, je venais pas à 5 heures, hein. C'était trop tôt pour moi, hein, clairement. Mais j'ai arrivé à bosser plus tard le soir et ça dépend aussi de la capacité de travail et Oui, ce sont comment de on est longues organisé. journées, tout de même. Mais les journées sont longues. Voilà, un manager, c'est plus de 60 heures par semaine, clairement. Donc 60 heures par semaine. Sur une saison, avec les récupérations, ça veut dire à peu près 45, 46, 47, 48 semaines de travail à cette intensité-là. C'est énorme et c'est vrai que si on n'a pas de temps pour aussi vivre à côté, ça peut être compliqué. Voilà, il faut savoir faire la part des choses parfois et surtout c'est de changer cette idée de dire qu'en fait, si on ne fait pas, cet investissement, horaire, si on ne fait pas cet investissement, je dirais, de quantité, de qualité et de quantité de travail, on n'est pas un bon manager. Je pense qu'il faut revenir de ça aussi, il faut revenir. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui est disponible tout le temps quand les besoins de l'équipe ou de son staff s'en fait ressentir. Et ça veut dire qu'il faut lui-même être capable d'avoir des temps de récupération. J'ai l'impression que des fois, c'est la course à l'échalote un peu là. C'est le manager qui se lèvera le plus tôt et qui finira le plus tard. On cherche pas le travail qui est réalisé, la qualité, mais la quantité. Je suis désolé, j'ai connu ça, moi, je trouve ça absurde. C'est sûr, venir à 5 heures ou 6 heures pour lire la presse, je suis désolé, je vois pas à quoi ça sert. Et finir tard pour lire encore la presse ou faire regarder enfin voilà, donc il faut aussi relativiser. Je rejoins tout à fait Nicolas sur la qualité du travail qui est fait. C'est pas parce qu'on vient à 5 heures et qu'on finit amateur qu'on est le meilleur manager du monde, hein. Ouais. On est d'accord là-dessus, hein. L'entraîneur, le manager est au centre de toutes les pressions, on est d'accord. Les réseaux sociaux qui se font un plaisir de défoncer tout le monde à tour de bras. Enfin, voilà, c'est sûr que c'est une vie que je n'envie pas à tout le monde parce qu'il faut pouvoir la gérer au quotidien, pouvoir gérer ça sur la durée, qui me semble très compliqué. Et c'est quand même, pourquoi beaucoup d'entraîneurs sont dans la paranoïa à force parce que les pauvres ils se font tirer dessus à boulet rouge par tout le monde. Donc il faut avoir les épaules solides, il faut avoir un sacré mental pour assumer sur de longues
période, de longues années, ce rôle de manager. Alors, je reviens sur la problématique de la blessure qui existe donc aussi dans le rugby féminin. Et malheureusement, on a eu un exemple assez marquant samedi dernier. On a une pensée pour Laure Sensus, la demi de mêlée du 15 de France, qui face à l'Angleterre s'est blessée gravement au genou, rupture des ligaments croisés et lésion du ménisque du genou gauche. Fin de la compétition pour Laure et fin de la carrière qu'elle avait de toute façon décidé en amont de la Coupe du Monde d'arrêter. Elle qui avait été élue meilleure joueuse du tournoi Destination 2022. Alors, ma question c'est, comment vit-on en tant qu'entraîneur la blessure d'un joueur ou d'une joueuse qui est essentielle au rendement de l'équipe? Entre parenthèses, en sachant qu'au final, personne n'est irremplaçable, on est bien d'accord. Mais Fabrice, si vous aviez eu Laurent Sensus dans le groupe. Vous savez, j'ai eu plusieurs internationaux qui sont blessés en stage avec l'équipe de France ou en sélection. Et quand on en a très peu, quand on en perd une, c'est déjà un choc important pour un entraîneur parce qu'on n'a pas non plus un effectif de 40 filles du même niveau. Donc, quand on en perd une, c'est déjà grave. Après, il faut tout de suite, il faut positiver, relativiser parce que si on tombe dans la sinistrose, on emmène l'équipe dans la sinistrose aussi. Il faut positiver, trouver des solutions. C'est le rôle aussi de l'entraîneur et du manager. Former des filles, c'est notre objectif à l'ASM Romagna et dans toutes les équipes d'élite, c'est de former les jeunes filles de demain. Donc voilà, c'est un nouveau challenge qui s'offre à nous. Certes, on sait qu'on aura des contraintes supplémentaires à gérer, mais ça fait partie du jeu. Voilà, on sait qu'on aura des blessés dans la saison. Le but, c'est d'en avoir un minimum pour maintenir un effectif au niveau. Mais tous les entraîneurs vivent avec ça. Alors malheureusement, quand c'est des croisés, c'est sûr qu'on sait que la saison est terminée. Quand c'est une joueur déterminante, on sait qu'on va s'adapter avec tout ça. Mais surtout pas tomber dans la sinistrose pour emmener tout le monde au fond. Là. Nicolas Godignon, vous avez un joueur dans l'effectif, on n'est pas obligé de le nommer, mais vous avez un joueur sur lequel vous veillez en permanence, pourvu qu'il ne se blesse pas? Alors, évidemment, on a même plusieurs. Plusieurs oui. joueurs. Mais, alors, pour moi, c'est vrai que c'est décevant pour une joueuse de haut niveau ou pour un joueur de haut niveau de se blesser et d'arrêter sur ça, en fait. On n'espère pas, on espère toujours finir sur le meilleur et évidemment sur le titre de championne du monde. Ce qui est important, c'est de se dire aussi que la blessure, c'est une vraie opportunité en fait de faire autre chose. Ça peut être du développement, ça peut être aussi des choses qu'on n'a pas le temps de travailler sur le reste de la saison, de rééquilibrer aussi les choses parce qu'il y a des joueurs qui ont des déficits, qui ont des problèmes de musculation ou de déficit, je dirais, de déséquilibre entre la musculature postérieure, antérieure, et donc qui peuvent amener et être des sources de blessures futures. Donc c'est aussi l'opportunité de travailler, c'est aussi souvent l'opportunité de se pencher un peu plus sur son projet professionnel d'après-carrière. C'est des choses qui sont vraiment importantes. En effet, d'autant plus chez les féminines, parce qu'aujourd'hui, les rugbyman aujourd'hui peuvent, alors moins en Pro D2, mais sur le top 14, avec une belle carrière, peut-être prévoir des choses qui sont un peu plus, je dirais, dans le monde libéral. Mais si on a envie de passer des examens, des études, faire de s'accomplir sur le niveau scolaire, c'est vrai que c'est des choses qui offrent du temps pour ça. Donc la blessure, c'est toujours grave. Quand on l'a à titre de joueur majeur de son groupe, il faut faire avec, mais c'est aussi l'opportunité de mettre en avant d'autres joueurs qu'on n'aurait peut-être pas pu mettre. En effet. Et puis surtout, une autre opportunité pour le blessé. La grande majorité des blessures interviennent sur la zone plaqueur-plaqué, on est d'accord là-dessus, sur ce constat? Les zones de collision, ouais. Les zones de collision, et beaucoup sur la zone plaqueur-plaqué, autant pour le plaqué que pour le plaqueur d'ailleurs. C'est dans ce secteur que le législateur doit renforcer les mesures de protection. Et question annexe, est-ce que les arbitres sont assez sévères? Alors, je sais pas s'ils sont assez sévères, mais pour répondre à ta première question, et si tu me permets d'y répondre en premier, aujourd'hui, les zones de collision, c'est là où on a le plus de problématiques de sécurité et d'intégrité des joueurs. Donc, il y a une règle que j'aimerais qu'ils puissent faire évoluer pour moi. On a beaucoup parlé des plaquages hauts, etc., mais c'est plutôt le plaquage bas. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des joueurs qui se mettent avec des techniques certains coachs ont amené sur des plaquages à genoux, en fait. Des joueurs qui se mettent presque à genoux pour plaquer. C'est un joueur au sol, qui pour moi, en fait, n'est pas dans la règle, parce que s'il est au sol, il peut pas normalement agir. J'interdirais tout ce qui est plaquage aujourd'hui en dessous du genou, très clairement, qui sont source de blessures parfois sur des croisés postérieurs.
Voilà, évidemment les zones de plaquage au niveau de la tête, mais ça, je pense que le législateur et aujourd'hui les gens font en sorte que qu'on soit vraiment sévère sur tous ces manquements. Donc je suis plutôt satisfait de ça, mais j'irais plutôt sur tout ce qui est plaquage bas et évidemment tout ce qui est zone de rock, voilà, entre le contest et ceux qui arrivent pour nettoyer, c'est clairement des zones à risque, quoi. Fabrice? Oui, moi je rejoins Nicolas sur la zone de ruck. On voit des choses. Alors après, et là on parlait de enfin de l'adaptation du règlement, de l'appréciation de l'arbitre. Il y a des zones de ruck, c'est la guerre. On a peur. Enfin moi des fois j'ai peur pour les joueurs. Si j'avais un garçon qui devait faire du rugby, je lui interdirais de mettre la tête dans les rucks, hein. Parce qu'il y a des zones quand on y conteste, quand on veut contester en défense, je comprends que les joueurs soient ensuite marqués pour de longues périodes parce que je vois pas, ils en attendent de voir la suite de leur après-carrière dans quel état ils seront pour certains. Parce qu'il y a vraiment c'est des zones de combat terribles où ça plonge. Et là, je pense que l'arbitre doit être encore plus sévère pour protéger les joueurs dans cette zone-là. Après le plaquage, bien sûr, ça c'est toujours suivi, c'est réglementé à peu près. Alors on défend de plus en plus haut pour empêcher la circulation du ballon. Ça fait partie maintenant des règles organisées par les entraîneurs. Mais moi, la zone de rock m'inquiète énormément. Oui. Allez, j'aimerais avoir votre sentiment à tous les deux sur cette Coupe du Monde féminine et en particulier sur ce match de nos Bleus face à l'Angleterre. Bon, je commence avec vous, Fabrice, parce que je suis sûr que vous avez vu le match, peut-être Nicolas aussi Oui. d'ailleurs, hein, malgré son match à préparer. Alors, ce France-Angleterre, où on accroche presque les Anglaises, hein, On peut pas dire ça. Je suis et désolé, on peut pas dire ça, Jean-Paul. Moi, je 13 dis à ça. 7, 13 à 7. Oui, d'accord. Certes, on peut s'arrêter au score, je suis entièrement d'accord. Quand j'entends un manager qui dit que ça se joue sur des détails, 75% de possession pour une équipe, 25% pour l'autre, pour moi, c'est pas du détail. Là. En effet. 70% d'occupation et 30%, c'est pas du détail. Je vois pas comment on pourrait battre cette équipe d'Angleterre si on les rejouait de nouveau. On peut les contrer, on peut défendre. C'était une attaque-défense, en fait. C'était Bon, ça. exactement, On a fait que exactement. défendre. Alors c'est sûr, on a un minimum syndical qui est la solidarité, l'agressivité, l'envie d'exister dans cette Coupe du Monde. L'état Et d'esprit. heureusement qu'on a ça. Sinon, maintenant par contre, on revient sur la conquête et sur le jeu. Mais je suis désolé, on n'a strictement rien vu. Et ça fait plusieurs matchs, on voit rien du tout. Et là, c'était flagrant. 13-7, c'est très bien payé pour la France. Une seule occasion, un essai. Mais les Anglaises en ont combien? Donc voilà, pour moi, on les accroche certes avec du courage, mais ça suffit plus au rugby. Si on veut être champion du monde, ça suffit pas le courage. Nicolas? Alors moi, j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu que des résumés. C'est vrai que de mon extérieur, c'est compliqué de gagner un match quand on fait que défendre. Alors, il y a des équipes qui misent sur la dépossession, comme maintenant c'est un peu à la mode sur le terme, mais il faut aussi gagner la territorialité. Donc voilà, au rugby, si on veut gagner, il faut quand même marquer. Il faut quand même marquer plus que l'adversaire. Et pour ça, il faut quand même posséder le ballon. Donc c'est compliqué. Je veux dire, on a peu d'exemples d'équipes qui ont défendu et gagné à la fin. Alors on peut revenir sur, je dirais, chez les hommes, le match contre la Nouvelle-Zélande en 2007, mais si tu avais l'analyse vidéo, tu l'aurais pas gagné. En fait, l'arbitrage vidéo, celui-ci, il y aurait eu en avant et tu l'aurais pas gagné. Ah oui. C'est très clairement, tu minimises clairement tes chances de gagner. Voilà, sauf si les conditions de jeu sont vraiment dantesques et qu'il est trop compliqué de tenir le ballon. Mais si les conditions de jeu sont bonnes, à ce jeu-là, il faut quand même tenir la balle. Votre sentiment à tous les deux sur les capacités que le rugby féminin a en matière de développement. On sent bien qu'il y a des progrès, mais ils sont peut-être pas assez significatifs. Fabrice? Il y a des progrès. Franchement, on le voit nous ici sur le plan local, on le voit dans tous les clubs. Les filles commencent sur rugby de plus en plus tôt. Elles ont plus cette crainte, ou les parents n'ont plus cette crainte, ou n'ont plus cette image masculine du rugby. Ça se féminise énormément. On voit donc des jeunes filles arriver. On voit aussi les filles de l'équipe de France jouer avec de la grâce, même si c'est un sport de combat. Il y a quand même des filles très élégantes. On est sorti de cette image d'un sport d'homme pratiqué par des filles, Là maintenant, c'est quand même un rugby qui se développe de plus en plus. Il nous faudrait des résultats. L'équipe de France, il y a 4 ans, il y a des résultats qui avaient fait gonfler aussi les écoles de rugby. Il faudrait des résultats, un peu plus d'engouement au niveau du jeu proposé par l'équipe de France. Mais ça se développe de plus en plus. Nous, chaque année, notre tribune se garnit de plus en plus. On a fait le quart de finale
500 personnes quand on a reçu Montpellier. C'était jamais arrivé avant. Et il y a beaucoup plus d'intérêt aussi des médias, des partenaires, parce qu'ils voient un rugby un peu différent, avec des joueuses très simples, accessibles, qui sont ancrées dans la société. Et les partenaires s'identifient à ça aussi. Pourquoi le rugby à 7 féminin progresse visiblement plus vite et il est plus concurrentiel que le rugby à 15? On a une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, par exemple. J'ai bien une réponse, mais ça risque de faire grincer des dents. Allez-y. Je pense qu'il y a des compétences mises à 7 que peut-être qu'on n'a pas mis à 15 pendant quelques temps, ou qu'on maintient pas, ou je sais pas si voilà. Oui, mais c'est plus simple de jouer au rugby à 7, c'est plus simple que de jouer à 15. Je pense que il y a une structuration du rugby à 7 fait par la fédération, avec des gens compétents pour gérer le 7, qui n'est peut-être pas le même depuis quelques années avec le 15. Même s'il y a des gens compétents, parfois j'ai l'impression que c'est plus des copinages qu'on met en place, au lieu de favoriser les compétences. Donc après voilà, c'est vraiment mon sentiment, parce que les filles sont les mêmes. Je suis désolé, les filles qui jouent à 7 viennent du 15, donc on a du potentiel, énormément de potentiel, mais à l'arrivée ça ne marche pas. Donc il faut se poser peut-être les bonnes questions aussi. Retour à la Pro D2 et à l'élite 1 féminine aussi. En termes d'entraînement, votre conception de la séance d'entraînement a-t-elle évolué? Se dirige-t-on par exemple vers plus de précision, plus d'expertise, plus dans le détail, et grâce en particulier bien sûr aux nombreuses datas et aux nombreuses infos dont on peut disposer? Nicolas? Alors oui, évidemment, les modèles ont évolué. Quand on a commencé le professionnalisme en 95, on a ni plus ni moins fait en fait des séances d'opposition 4 fois par semaine, et on n'était que là-dedans. Alors heureusement qu'on a évolué, puisqu'on est allé de plus en plus dans le détail. On est de plus en plus équipé en termes, je dirais, techniques et logistiques, avec les datas évidemment. Donc ça permet de mieux mesurer la charge d'entraînement et de mieux évaluer en fait la fatigue, et de pas tomber dans du surentraînement. Ce qui a, en fait, on a des moments forts et des moments faibles dans la semaine, des moments plus sur l'énergie, des moments plus sur la vitesse, des moments qui vont être aussi ponctués par de la clarté, parce que pour faire les choses à haute vitesse, il faut être clair dans ce qu'on souhaite et ce qu'on veut faire. Donc c'est cette alternance-là, et puis et surtout l'implication en fait des joueurs, c'est primordial. Donc avec des joueurs qui sont leaders de secteurs de jeu, et qui sont impliqués, que ça soit dans l'analyse de l'adversaire ou dans l'analyse de ce qu'on a fait ou ce qu'on doit faire. Parce qu'au bout du compte, c'est les joueurs qui jouent. Donc les coachs, on est là pour les accompagner. On doit être des facilitateurs, et les amener à être presque autonomes. C'est-à-dire que voilà, on les accompagne un peu, mais ils sont capables de s'entraîner seuls. Ils sont capables de préparer un match seuls. Si on n'est pas là une semaine, je pense pas que ce serait la fin du monde. Et c'est ça, en fait, de faire gagner l'équipe en autonomie, de faire gagner l'équipe en responsabilité, et surtout dans l'implication du projet. Fabrice Ribeyrol? Oui. Ça a changé les entraînements chez les filles? Oui, ça évolue. Déjà, le nombre a évolué, la qualité a évolué, l'intensité aussi, parce qu'on demande de plus en plus. On s'est doté d'équipements, les GPS qui n'existaient pas il y a il y a quelques années quand même. Donc maintenant, on a des moyens d'améliorer les conditions d'entraînement, les structures aussi, salles de muscu à disposition, préparateurs physiques disponibles. Et tout ça, il y a 6-7 ans, ça n'existait pas. Et donc, ça permet aux filles de travailler dans des conditions professionnelles entre guillemets, avec un nombre d'entraînements conséquent, avec des gens compétents pour les encadrer. C'est plus le bénévole du village, maintenant c'est des salariés dans la prépa physique, des salariés, des entraîneurs aussi. Donc voilà, il y a des gens compétents, diplômés, et qui sont là pour les accompagner, les faire grandir. Alors on n'est pas encore à l'autonomie, nous, des jeunes filles. Par contre, elles sont capables d'être dans l'exigence aussi. Elles sont volontaires, passionnées. Elles demandent non-stop des entraînements supplémentaires. C'en est hallucinant. À la fin, on n'a plus de temps libre pour nous, notre vie à côté, parce qu'elles demandent des entraînements supplémentaires pour progresser et atteindre leur objectif. Elles sont passionnées. Donc, au travers de ça, elles en veulent constamment, et c'est un plaisir de les entraîner. Ça bouscule le management quand on se rend compte de ça, quand on en prend conscience? C'est un plaisir. C'est vraiment là-dessus que je me suis vraiment épanoui avec ces jeunes filles. C'est qu'on n'a qu'une envie, quand on voit cette passion,
on a comme envie, c'est de les accompagner. Alors les accompagner sur le terrain, mais les accompagner à côté dans leur vie de tous les jours. On recrute des filles de 18 ans et on est des éducateurs, on les forme sur le rugby et on les forme avec ces valeurs de la société qui sont pour nous importantes aussi. Et je suis tellement admiratif que déjà on est là pour les valoriser, on est là pour vendre aussi ce produit rugby féminin aux partenaires et montrer l'implication, le choix de ces jeunes filles en termes de sacrifice. Et on a qu'une envie, c'est qu'elles réussissent dans leur double projet. Votre discours est exactement le même que celui de David Courtex, qui est entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7 féminin. C'est surprenant. Vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux en termes de management. Je voudrais. On s'est construit ensemble. Vous savez, depuis l'âge de 15 ans, on est ensemble, donc on s'est construit, on a les mêmes visions. Je voudrais que l'on termine ce podcast en parlant en parlant de la mixité dans le rugby, un sujet d'actualité, à commencer par la filière de formation au sein des académies et des centres de formation. Qu'en est-il dans vos clubs de cette mixité dans le rugby, Nicolas? Alors nous, à Rouen, on a la chance aussi d'avoir des filles qui sont en élite 2 et qui sont championnes de France d'élite 2. Malheureusement, la saison dernière, il fallait avoir aussi un access game contre les dernières d'élite 1, ce qui ne sera plus le cas la saison prochaine. Donc on a des filles qui aujourd'hui sont vraiment performantes aussi et qui aspirent vraiment à aller au plus haut niveau féminin. Donc on espère aussi concurrencer bien sûr les filles de Romagna ASM et puis d'être au plus haut. Et nous, dans notre démarche, on a intégré cette année en fait 4 filles au centre de formation, c'est-à-dire qui bénéficient de toutes les facilités, l'entraînement, la récupération, le médical, la salle de muscu, et l'accompagnement scolaire, la salle de muscu, mais qui sont déjà aussi pour les féminines aussi. Aujourd'hui, on est un vrai club ouvert sur ça, donc on accompagne vraiment les filles sur ça. Pour nous, ça fait vraiment partie de notre développement de club en tant que Rouen Normandie Rugby, qui est un vrai projet de région et qui est ouvert pas que sur les garçons, mais vraiment sur les filles et d'autres disciplines à côté. Fabrice Ribérol, votre équipe est adossée, je suppose, à l'ASM, aux garçons pro, c'est ça? Alors, progressivement, on est un club à part, autonome, et progressivement, on se rapproche des pros et de l'assos Omnisport aussi, parce qu'on a l'Omnisport, l'ASM, qui est quand même un club de 7000 licenciés, donc avec la section rugby. Et progressivement, on a des rapprochements chaque année. Cette année, on a la salle de musculation du centre d'entraînement du centre de formation avec les terrains. Et le mercredi midi, les filles s'entraînent avec les garçons du centre de formation et des espoirs. Et et plus des filles de l'académie, qui sont à l'académie, donc garçons-filles. Et le retour qu'on a sans cesse, c'est le sérieux des filles emmène aussi le sérieux des garçons. Là, les espoirs, ils se sentent obligés d'être plus concentrés, plus appliqués, déjà pour pas passer pour des cons après des jeunes filles, et puis aussi pour montrer que leur niveau, et puis les filles sont plus concentrées pour montrer aussi leur capacité, leur niveau, qu'elles peuvent rivaliser, et donc tout le monde est tiré vers le haut. Et ça, je trouve ça énormément positif. Et puis le sérieux des filles, quand même, c'est à l'échauffement, elles ont leur rituel, leur habitude. Les garçons, quand ils voient ça, ils sont sobres, ils prennent un ballon, ils tapent dedans. Voilà, il y a tout ça qui apporte aussi à ce monde. Il faut que les clubs comprennent que les filles apportent un nouveau souffle, une nouvelle vision du rugby. Oui, à telle enseigne, Fabrice et Nicolas, que peut-être le rugby serait novateur dans ce domaine par rapport à tous les autres sports, que cette mixité pourrait autant profiter aux garçons que profiter aux filles. C'est votre avis, Nicolas? Ah oui, je suis entièrement... Enfin, pardon, excuse-moi. Vas-y, Nicolas. Complètement. Aujourd'hui, c'est aussi notre société. Hein. Je veux dire, avant, on était quand même un sport très macho. Il fallait montrer les muscles, il fallait que ça sente la sueur et la testostérone. Pour être un bon rugbyman, c'était ça. Aujourd'hui, c'est pas que ça. Donc, on a des gens qui sont, je trouve, avec des bonnes valeurs, bien éduqués. Je trouve qu'il y a des choses où on insère les gens sur le monde professionnel. Et c'est vrai que les filles amènent aussi ce vent de fraîcheur que parfois les garçons perdent quand ils sont inscrits trop tôt dans la filière de haut niveau, parce qu'ils perdent un peu cette joie de vivre qu'on pouvait peut-être avoir un peu plus quand on était, nous, plus jeunes, parce qu'on n'était pas tout à fait dans ces démarches-là. Et puis, c'est vrai qu'elles apportent ce souffle nouveau avec surtout une exigence importante, et ça recadre un petit peu les garçons sur le fait que ça soit pas qu'à base de testostérone et de transpiration, en fait. Fabrice, vous avez le dernier mot. Oui, moi je suis très content de l'évolution du rugby féminin, du regard que les gens portent sur cette évolution aussi, sur les filles. On a de plus en plus de gens qui viennent nous voir, les pros s'intéressent aussi. Voilà, il faut que les clubs pros comprennent que de toute façon les clubs de rugby féminin n'évolueront qu'avec l'aide du monde professionnel,
comme l'a expliqué Nicolas, et qu'on a et que tout le monde comprenne que ce besoin de mélanger les deux va favoriser l'ensemble du rugby dans sa globalité. Féminiser les spectateurs, féminiser aussi les partenariats, et puis apporter cette fraîcheur de passionnés qui manque peut-être au rugby, comme quand on commence le rugby et qu'on veut devenir pro. Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être pro? Est-ce qu'on le fait parce qu'on aime ce sport? Je sais que les filles, elles sont passionnées de ça et elles font ça parce qu'elles aiment ce sport. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à l'un comme à l'autre, une excellente saison. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.